réseau social. Évidemment, c'est pas une surprise qu'il ne soit pas présenté, mais ça interroge toutes nos références. Est-ce que c'est le bon moyen pour s'opposer aux dérives de l'homme le plus riche du monde? Est-ce qu'on doit renoncer a priori à résister à ce que Raphaël Baquet a écrit dans son dernier ouvrage, Nos nouveaux maîtres, c'est-à-dire ces seigneurs de la tech qui possèdent les réseaux satellites et qui se retrouvent au-dessus des États et qui défient tous les garde-fous que veulent imposer, par exemple, l'Europe, la justice française. Les investigations, elles portent sur quoi? Sur des soupçons de complicité, de détention d'images à caractère pédopornographique ou de contestation de crimes contre l'humanité. Et cette procédure, elle vise spécifiquement Grok, l'intelligence artificielle, qui par le biais de ses algorithmes favoriserait des contenus négationnistes ou des propriétés. Justement, quand c'est un chef d'entreprise, on vient d'en parler, il a une responsabilité. D'ailleurs, des perquisitions ont déjà eu lieu dans les bureaux de X en France. La procédure s'est élargie il y a un mois à des données financières douteuses, et c'est très important, une possible valorisation artificielle de X et de XIA, c'est-à-dire de Grok, par Elon Musk. Et c'est très important, pourquoi ? Parce que le régulateur américain, s'il prend le relais de la procédure, il pourrait bloquer ses projets d'introduction en bourse. Pourquoi? Parce qu'Elon Musk a le projet de faire la plus grosse introduction mondiale en bourse, plus importante que celle d'Aramco, le pétrolier saoudien, en essayant d'introduire un groupe qu'il a constitué de SpaceX, de X et de XIA. Et ce serait une opération gigantesque. Hors Tesla quand même. Alors, hors Tesla, mais quand même, mais si le régulateur américain considère la procédure française, il peut retarder et pourquoi pas bloquer. Donc c'est pour ça que Elon Musk est très ennuyé, même si c'est l'homme le plus puissant du monde. Et il a d'ailleurs riposté tout de suite en disant « Le procureur français est une marionnette des ONG de gauche ». Il pensait notamment à Reporters sans frontières, qui fait partie de ceux qui ont porté plainte contre X pour la protection du droit à l'information. Mi-mars, il avait déjà ciblé les magistrats français en les qualifiant d'attardés mentaux, pardon. Alors attardés, pourquoi? Parce qu'ils veulent appliquer les lois et qu'ils s'inquiètent des effets dévastateurs d'un réseau sur les adolescents et les adultes. Attardés parce qu'ils s'inquiètent des effets de la désinformation sur la santé de la démocratie. Ça s'est transformé en bataille politique entre les États-Unis et la France. Le ministère de la Justice américain soutient Elon Musk. Il considère que le système juridique français porte atteinte à la libre expression des idées et des opinions qui est porté par le premier amendement de la Constitution des États-Unis. C'est typiquement un conflit Europe-États-Unis. Pourquoi? En Europe, c'est vrai, on aime la régulation, trop parfois, mais en même temps c'est une protection. Free speech, la liberté totale d'expression. Alors cette bataille, elle est menée en France par une personnalité tout à fait impressionnante. C'est la patronne de l'unité de cybercriminalité, Johanna Brousse. Et elle a déjà eu des résultats avec l'arrestation, vous vous en souvenez, du patron de Telegram, Pavel Durov. C'est elle qui a mené toute l'opération. Et je peux vous dire que cette opération, c'est-à-dire arrestation, contrôle judiciaire et autres, a eu un effet. Parce qu'aujourd'hui, Telegram a supprimé plus de 43 millions de canaux et de groupes. Alors, ça ne veut pas dire que tout est réglé, bien sûr, mais je crois quand même que c'est très important que ces combats soient menés, et ça s'est mené d'ailleurs au Royaume-Uni en même temps, parce que donc, tout cela est lié. Mais on parle d'un autre grand groupe américain, Apple, avec coup de tonnerre, le départ d'un des historiques, Tim Cook, patron depuis 15 ans, je crois. Vous dites c'est la fin d'une... Dirigeant, comme un président d'ailleurs, devrait toujours avoir au moins 50 ans. Suivez-moi. Au moins 50 ans. Au moins 50 ans. Intéressant. Un dirigeant qui a connu aussi des échecs dans un pays où l'échec est considéré comme un diplôme, un acquis. Donc c'est un ingénieur mécanique, son parcours chez Apple commence en 2001 et c'est un homme de produit. Alors ses échecs, parce qu'il en existe, c'est d'abord peut-être les casques de réalité, le clavier ultra plat du MacBook, mais il a aussi des succès, l'iPhone notamment, les AirPods, les processeurs, mais c'est insuffisant. Aujourd'hui, pour être une immense entreprise, Apple a beaucoup moins investi, peut-être obsédé par les produits, et ceci expliquant cela, a beaucoup moins investi que d'autres, Microsoft, Google, Meta, dans l'intelligence artificielle, et même repousser ses décisions d'investissement dans ce domaine. Alors, pourquoi est-ce que c'est un domaine central? Parce que l'intégration de l'IA dans les systèmes d'exploitation peut complètement changer
l'utilisation que vous aurez de cet appareil et C'est-à-dire complètement changer l'expérience client. Vous ajoutez un peu d'intelligence artificielle, vous serez encore plus... Alors, il y a les pessimistes qui disent vous serez encore plus dépendant de votre téléphone, vous ne serez pas un homme augmenté, mais un homme diminué. Notre parti pris international, la fronde des journalistes, les correspondants à la Maison-Blanche contre Donald Trump, je pense que c'est inédit, Totalement. avec une pétition qui peut complètement rebattre les cartes. Alors remettons les choses dans le contexte parce que alors c'est tout à fait américain, ça n'existe pas en France. Tout a commencé en 1914 quand la Maison-Blanche annonce que le président Wilson va tenir des conférences de presse régulières, mais tout aussi vite, il y a des rumeurs qui se mettent en place comme quoi un comité va se mettre en place en même temps pour choisir les journalistes conviés pour ces conférences de presse. 11 reporters inquiets s'associent alors pour créer la White House Correspondent Association pour défendre la liberté d'expression. Ce n'est pas rien. Le premier dîner a lieu le 7 mai 1921 à l'hôtel Arlington de Washington et réunit 50 hommes qui ne se doutaient pas une seconde qu'ils fondaient une tradition qui, un siècle plus tard, allait réunir 2600 participants. En 1924, Calvin Coolidge est le premier président américain à y assister. Depuis, chaque président sans exception, sauf Donald Trump, j'y reviendrai, pendant son premier mandat, a participé au moins une fois à cette réunion des correspondants. Alors, en attendant, pour vous donner une idée de l'ambiance, un petit florilège de l'accueil réservé aux différents présidents américains. On regarde. Thank you, thank you, thank you. En France, on les applaudit pas. Non, en France, on n'applaudit pas les hommes. applaudit. Là, c'est vraiment le but. Et alors, la cérémonie est immuable. C'est que tout commence avec le discours du président. Et ça s'est installé assez vite, qui fait un discours humoristique et surtout auto-dérisoire. C'est-à-dire qu'il commence par rigoler de lui. Et c'est vraiment... Et après, il y a une vedette comique qui vient et qui, là, charge le président. Et là, fait des blagues absolument horribles et tout le monde se marre. Et c'est très sympa. Et c'est vraiment une catharsis. Parce que d'une part, ça permet au président, mine de rien, de se rappeler qu'il n'est qu'un homme. Et que même s'il a la tête d'un des pays les plus puissants du monde, eh ben, il est aussi risible qu'un autre. Et à tous ces journalistes de se rendre compte quelque part de l'importance de la liberté d'expression et par conséquent de se rendre compte de la chance qu'ils ont de vivre dans une démocratie où ils peuvent rire du président sans risquer d'être torturés en prison. Ce n'est pas rien. Et donc alors, aujourd'hui, il y a cette fronde parce que les journalistes ne souhaitent pas Exactement, 250 journalistes que sont cette adressés. cérémonie se déroule. Non mais si, ils veulent qu'il se déroule, mais pas comme d'habitude. Ils ont adressé 250 journalistes, et pas des moindres, vraiment des journalistes très connus qui vous diront rien en France, mais qui sont très connus aux États-Unis. Une lettre ouverte à la White House Correspondent Association pour l'appeler, je cite, à démontrer avec force son opposition aux efforts du président Trump pour piétiner la liberté de la presse. Il cite les 22 exemples les plus flagrants des tentatives systématiques de Trump pour museler la presse. Et les signataires demandent à ce qu'une déclaration soit lue depuis le podium, ce qui ne se fait pas, ça serait inédit, suivi d'un toast collectif au premier amendement qui assure la liberté d'expression et d'un engagement à résister à tout élu qui mènerait, je cite, une guerre systématique contre les journalistes. Alors la grande question, c'est est-ce que c'est une bonne idée? Vous allez me demander. Eh bien, je dis oui parce que les attaques de Donald Trump contre la presse ne sont pas des excès rhétoriques. Quand il appelle des journalistes des ennemis du peuple, c'est du Lénine dans le texte. Et comme vous connaissez ma passion pour Lénine, ceci est une ironie, ça me va pas du tout. Bannir des journalistes des conférences de presse, poursuivre en justice des chaînes jusqu'à obtenir des règlements à 16 millions de dollars, ce n'est ni plus ni moins que de l'intimidation d'État. Et ce n'est pas normal dans une démocratie. Nommer les médias adversaires comme fake news systématiques, c'est préparer le terrain pour que les citoyens ne croient plus dans les contre-pouvoirs. Et tout cela mérite d'être dénoncé. Alors oui, vous allez me dire, mais l'effet Trump. Parce que ce qui va se passer, c'est que si effectivement se passe cet événement inédit, qui n'a jamais eu lieu, où les journalistes prennent la parole alors qu'ils ne sont pas censés le faire, etc., Trump va dire, vous voyez bien que j'ai encore raison. Ce sont vraiment mes ennemis.
Vous voyez bien qu'ils font tout alors que je fais l'effort de venir. Parce qu'alors évidemment, quand il a annoncé, alors là, la présidence, c'est-à-dire, je suis très heureuse qu'ils viennent. Et lui, il a quoi? Il a promis, attendez, il faut que je retrouve, il a promis que ce sera le dîner le plus grandiose, le plus chaud, le plus spectaculaire de tous les temps, évidemment. Ça nous surprend. Donc, si les journalistes, évidemment, gagent ça, il va dire, vous voyez, mais voilà, c'est possible. Mais il se trouve que il va peut-être virer les derniers journalistes indépendants qui couvrent la Maison-Blanche. Mais pardon, il a déjà viré quasiment tout le monde. Il ostracise, il est odieux, il traite des journalistes de truie. Il est absolument pas possible. Donc écoutez, la liberté de la presse, c'est pas un privilège. Vous voyez, qu'on réserve en se taisant, c'est pas une petite chose délicate là qu'on porte en boutonnière, non, c'est un muscle et ce muscle on le perd, cette liberté de presse si on ne l'exerce pas. Alors le 26 avril, quand va avoir lieu